Depuis 7 jours, le pays vit au rythme des meetings, des promesses électorales et des stratégies de coulisses. Mais derrière les sourires et les discours officiels, une vérité choc se dessine. Certains candidats gagnent du terrain à une vitesse fulgurante, d'autres sont déjà en difficulté, et personne n'ose le dire ouvertement. Aujourd'hui, je vous révèle ce que les médias classiques ne disent pas. Qui prend réellement l'avantage après cette première semaine de campagne? Et pourquoi ce début pourrait tout changer? Installez-vous, parce que ce que vous allez entendre va provoquer un véritable débat national. Avant de commencer, dites-moi dans les commentaires, quel candidat selon vous domine réellement cette campagne? Et abonnez-vous maintenant, car les prochaines révélations seront encore plus explosives. C'est l'éternelle problématique de la gestion du pouvoir et de ce que, lorsqu'on a le pouvoir, ce que ça vous apporte. Comme, ce sont des lamentations à qui mieux, qui n'ont plus de respect pour les valeurs. Elle le dit, et c'est vrai. Dans les régions, le petit peuple, tu as pris un exemple, ça c'est un exemple micro, sur le périmètre d'Astécoubé. Mais allons-y au-delà. Le paysan doit la voix compte pour élire le président de la République, qui pendant des années s'est battu, il a entendu le nom d'Alassane Ouattara, de Laurent Gbagbo, de Simone Gbagbo, de Don Melo, de Jean Lubion, qui a été dans l'équipe du président Ouattara, dès le départ, le premier gouvernement Ouattara. Il a été le ministre du Commerce et de l'Industrie, me semble-t-il. Bon, mais il y a des interactions que le petit peuple, en dépit de sa bonne foi, de son intelligence pratique, ne peut pas susurrer. Parce que en politique, c'est l'art de faire et de défaire, c'est l'art où le mensonge prend tout son sens. Et je voudrais m'en excuser, les populations aujourd'hui n'ont Dieu à 80% que pour un homme qui s'est battu, qui s'appelle Alassane Ouattara. Et qui fait ses preuves. On peut apprécier qu'on n'est pas apprécié. Ils ont des yeux aussi pour les autres candidats, oui, on les voit au métier. Non, je dis 80%, donc okay, ça veut dire que les autres aussi. Mais 80%. tel que mes jeunes frères partis m'amènent à résumer que, effectivement, même il y a une certaine fascination devant le déploiement de l'armada qui a été travaillé. Ce n'est pas le fait du hasard. On a conçu dans le laboratoire, ça a été pensé, ça a été proposé, mais les autres, ils n'en étaient pas empêchés. Le résultat, c'est ce qu'on voit sur le terrain. Un déploiement, alors qu'on aurait pu se dire oui, ce sont des acquis. Mais non, en politique, il n'y a pas d'acquis définitif. Merci, Bamba. Alex, docteur. Merci, Evelyne. Ce que je voudrais relever, c'est que dans cette faveur, ce qu'il faut interroger, c'est la logique interne qui structure les mentalités. Parce que les électeurs, ce qui structure leur mentalité, c'est ça qui définit leur capacité de citoyen. C'est la compétence. On peut faire campagne avec des masses. Mais si la compétence n'y est pas, on va refaire les mêmes erreurs. Tout à l'heure, M. Bamba disait qu'on ne va pas refaire l'histoire. Mais en même temps, ce sont les discriminations. C'est la polarisation le problème. Quand on parle des élections, tout à l'heure, quand on évoque le cas de certains, par exemple, qui sont sortis, qui sont rentrés dans la partie politique, dans les illégalismes, c'est la crise de la citoyenneté. C'est pourquoi je dis qu'il y a une certaine expérience de la citoyenneté dans cette élection qu'il faut analyser. Pour que le citoyen comprenne les programmes, les discours politiques, il faut qu'il y ait une certaine compétence. C'est tout cela l'enjeu de la réforme de l'éducation, de la transformation structurelle de notre système éducatif pour permettre aux uns et aux autres de développer des compétences pour comprendre le jeu politique, pour pouvoir échapper à la démagogie, à la propagande politique. Parce que dans ces élections, ce qui, moi, m'importe par exemple, c'est au-delà des discours, de savoir, d'identifier ce qui relève de la propagande, ce qui relève de la démagogie, parce que le citoyen éclairé, il doit avoir une certaine lucidité. Est-ce que vous avez pu faire la part des choses? Est-ce que vous avez pu identifier moi, j'écoute bien les discours. Mais ça, c'est un autre débat. J'écoute bien les discours. Je regarde les propositions qui sont faites. Je dis, tout le monde n'a pas cette compétence-là de pouvoir comprendre que ce qu'on attend de nos candidats, ce n'est pas de nous ressasser ce qui a été déjà fait, c'est de nous proposer, au-delà de ce qui a été fait, ce qui doit être fait. Est-ce que vous avez lu les projets de programme des candidats? Parce que quand vous dites ce qui doit être fait, moi j'ai lu les 5 projets et il y a des propositions qui sont faites. Ils ont leur vision de la Côte d'Ivoire. Par exemple, tout à l'heure, Jean-Luc Bion va décliner sa vision pour la Côte d'Ivoire, ses rêves, ce qu'il va réaliser. Donc il y a des propositions. Quand ils sont sur le terrain, ces candidats-là, ils disent « votez pour moi parce que voici ce que je vais faire, voici ce que je décris et voici ce que je vais faire ». Et c'est là que vous verrez que ce que je dis, c'est important parce que là, on va présenter les programmes, on va présenter les stratégies, on va présenter les objectifs opérationnels, mais les indicateurs de performance, les éléments techniques qui vont permettre aux citoyens de savoir que cette promesse, une telle promesse est une promesse qui est réalisable, ou telle promesse est une promesse de campagne,
C'est là la difficulté. Et c'est là qui fait que la majorité, on échoue parce que très peu ces éléments-là sont donnés. Ok, d'accord. Rapidement, Sylvain Dailly ensuite. Je reviens à vous, Alex. Tout à l'heure... Il nous reste un peu plus de... Oui, tout à l'heure, on a parlé de contenu, des programmes, mais à ce niveau-là, je pense qu'il y a ce que les candidats imposent à la masse et il y a ce que la société civile et toutes les composantes du peuple devraient imposer aux Ivoiriens. Tout à l'heure, là, je rejoins Alafé, qui dit qu'il y a certains sujets importants qui sont occultés. Je crois que justement, c'est cela. Et c'est peut-être fait à volonté pour masquer certaines carences, pour occulter certains sujets importants, parce qu'effectivement, quand nous avons été dans cette guéguerre avec la CEI, je pense qu'à l'occasion de cette campagne, le mouvement était bon, bien choisi, pour que chaque candidat puisse nous proposer ce que devrait être la CEI de demain. Parce qu'on a une CEI beaucoup confligène. Que faire pour avoir une CEI qui soit à la hauteur des défis futurs? Il y a donc ça. Donc ça, au moins, c'est soit la presse ou bien la société civile qui devait imposer ce débat. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas parce que je me dis que l'élection aurait été plus inclusive, qu'on aurait peut-être vu autre chose. C'est pour cela que dans un pays, il est bon de faire la régulation, en tout cas de ceux qui doivent nous diriger, par le peuple que par la volonté de quelqu'un. C'est-à-dire que c'est le peuple souverain qui doit choisir ses dirigeants, simplement, et non que quelqu'un impose sa vision ou bien choisisse des candidats qui doivent aller à une compétition. Parce que c'est ce que nous avons... En tout cas, c'est l'impression que moi j'ai. Deuxième chose que je voudrais relever, je crois qu'au regard de ce qui nous est donné, je pense que tout à l'heure, nous avons dit qu'il y a un seul candidat, un candidat qui émerge, en fait, du point de vue de la mobilisation, du point de vue de la logistique qu'il déploie. Mais cela va nous amener, plus tard peut-être, à légiférer sur certains aspects de la campagne. Pourquoi en Côte d'Ivoire, on ne limiterait pas, par exemple, les budgets de campagne pour que tous soient sur le même pied d'égalité? Pourquoi en Côte d'Ivoire, le soutien que l'État apporte aux autres candidats qui vont donc concourir pour avoir des suffrages, pourquoi le soutien que l'État doit leur apporter ne devrait pas être codifié? Il faut le codifier parce que, par le passé, du bon vouloir du président de la République, par exemple, il peut dire, j'apporte 100 millions à chaque candidat. Bon, ça, c'est son bon vouloir. Mais si c'est codifié, chaque candidat va avoir les moyens pour faire campagne. C'est vrai qu'il cherchera ses propres moyens, mais il faut que c'est au nom de l'État, c'est pour gérer la Côte d'Ivoire, c'est pour l'intérêt général qu'il va concourir. Donc, il faut que cet État-là puisse lui apporter les moyens. Aujourd'hui, on a des candidats qui ne peuvent même pas faire un cortège, qui ne peuvent même pas organiser un rodéo en ville. Pour vous, parce que c'est une question financière? Je crois que c'est bien dommage. C'est une question financière selon vous? Oui, il y a absolument une question financière, parce qu'une campagne électorale, ça coûte cher. Aujourd'hui, le RHDP qui est au pouvoir, on ne sait pas quelle est la limite entre les ressources de l'État et les ressources propres du RHDP qu'il engage dans cette campagne. Donc, on voit toute cette armada, et puis bon, on est heureux. Moi, je pense qu'on devrait être gêné. Si on regarde bien, on devrait être gêné parce que je ne peux pas être seul sur le terrain, avoir tous les moyens, et puis les autres n'ont rien, et puis bon, on va à une compétition. Je ne sais pas où est l'équité. D'accord.